Dear Lord, Cher Seigneur, as we handle these sensitive alors que nous subjects so traitons close ces to the sujets Sunday, Lord, sensibles si proches de la loi du as we look at dimanche, why this alors que is nous a history of examinons failure for pourquoi feminism, c'est une we ask histoire that you teach us. d'échec Teach pour us le how féminisme, to nous te view demandons current de events, nous how to view politics. enseigner, Central de to nous the great apprendre à controversy. regarder May we à la understand politique, à correctly. Please be with l'actualité. us. Ils sont si Teach us, centraux dans la guide us, grande controverse. and may we trust you. Puissions-nous In Jesus' comprendre, name, enseigne-nous, amen. guide-nous et puissions-nous te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. I want to start with a little bit of an exercise that I've wanted to do. J'aimerais commencer par un exercice que je voulais faire depuis un certain temps, mais je n'avais pas des participants volontaires ni le forum. Je pense que nous savons tous ce que je veux dire quand je parle d'une association de mots, ce jeu où quelqu'un dit un mot et vous devez créer une image mentale. Que ce soit organique. Alors, vous entendez le mot, vous avez un flash d'une image, et puis une fois que vous avez l'image, vous n'êtes plus autorisé à la modifier. Est-ce que les gens savent de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un ne sait pas de quoi je parle? S'il n'y a pas de main levée, ben je penserai que tout le monde sait de quoi je parle. Alors, si je disais un mot et que vous avez cette image mentale, si je vous disais un arbre, l'image d'un arbre, une maison, une fleur, Dieu. Alors, peut-être que ça aurait mieux marché il y a quelques années, hein. Mais quand je dis Dieu, quel est le visuel qui est créé? Ne répondez pas à ça maintenant. C'est sans revenir en arrière et essayer de modifier l'image une fois qu'elle s'élève. Je continue. La lune, le livre, une poêle à frire, déesse. J'ai voulu demander aux gens, si vous prenez l'image mentale que vous avez eue quand j'ai dit Dieu et l'image mentale quand j'ai dit déesse et que vous les mettez côte à côte dans votre cerveau. Alors, calculez approximativement la différence d'âge entre les deux images. C'est l'âge que je veux voir. L'image de Dieu, je ne parle pas forcément du Dieu chrétien, ça peut être Thor, n'importe qui, juste un Dieu, et puis l'image mentale de la déesse. Est-ce que quelqu'un n'a pas une différence d'âge? Quelqu'un veut-il jouer? Quelqu'un veut-il jouer avec moi? Alors, Graham. Alors, quand tu as dit Dieu, j'ai pensé à une image qu'on a vue dans le livre Jésus-Christ. Tu sais, là où tu obtiens tes images de Jésus-Christ. Cette lueur autour de Jésus en robe, assez jeune. Et quand tu as dit déesse, j'ai une image similaire de quelqu'un de jeune. Comme j'ai Cléopâtre ou quelqu'un comme ça. Je pense que c'est tricher d'utiliser Jésus. Je ne cherche pas l'incarnation, mais je vois ce que tu veux dire. Je peux voir ce qui s'est passé. Je ne peux pas lutter avec l'image qui a surgi dans ton cerveau. Ce qui s'est élevé, c'est élevé. Alors, quelqu'un veut-il avouer qu'il a une différence d'âge?
J'ai une différence d'âge. Désolée, j'aurais dû le mettre dans le chat. Oh, good, Lynn. You had an age Tout va difference. bien, How many Lynn. years? Vous avez une différence d'âge. Combien d'années pensez-vous? À combien d'années? Pour Dieu, l'image était comme la barbe blanche, si vieux, peut-être là 60, 70 ans. Et la déesse devait avoir 30 à 40, une différence assez importante vraiment. Et ce n'était pas ce que je voulais penser, c'était comme essayer de laisser mon esprit le penser sans corriger l'image. Yes, I understand. Oui, je comprends. James, James, tu as une différence d'âge. And I'm assuming the other hands as well. Et je suppose que les autres mains aussi indiquent toute la différence d'âge. Semblable à Aline, mais pas si vieux. Avec Dieu, c'est plus jeune, d'âge moyen, et les femmes sont probablement un peu plus jeunes, peut-être 10 ans ou plus. 20 et 50 plutôt que 30 et 60. Yeah, like that, yeah. Was that the same for you, Brody? Était-ce la même chose pour toi, Brody? Je pense qu'il y avait une différence d'environ 50 ans pour moi. Catherine? Oui, pour moi aussi environ 50 ans. Dieu vraiment vieux et la déesse 30 ans et Dieu probablement 80. Alors, évidemment, personne ne m'a fait ça, ne m'a rendu ma surprise, mais en examinant mon propre cerveau, je dirais que j'ai environ 40 ans. Ce qui me vient à l'esprit quand je pense à Dieu et ce qui me vient à l'esprit quand je pense à une déesse. Ce n'est pas basé sur le christianisme, c'est basé ni sur la mythologie grecque, c'est culturel. À moins que vous ne commenciez à penser à une déesse et que les gens pensent à une vieille femme, ce qu'ils font, je pense que leur cerveau a échangé déesse contre sorcière. Mais si nous gardons l'idée de Dieu versus déesse, alors ce que j'ai vu dans ma propre expérience et dans celle d'autres personnes à qui j'ai parlé, c'est que pour la majorité, il y a un écart entre 40 et 50 ans entre l'image mentale d'une déesse et l'image mentale d'un Dieu. J'ai voulu faire cet exercice pour montrer ce que nous faisons lorsque nous critiquons les termes que nous utilisons dans ce mouvement. Quand nous critiquons le langage, lorsque nous nous appelons l'un et l'autre frères et sœurs, ou que quelqu'un est une tante ou un ancien, même s'il n'est pas ordonné, tout ce langage a à sa racine, qu'il soit subconscient ou conscient, ça a une racine genrée. Ce que nous faisons en tant que mouvement, en tant que dirigeant, est une guerre psychologique. C'est un jeu d'esprit parce que le problème n'est pas dans les termes ou les termes eux-mêmes. Le problème est dans le câblage de notre cerveau. C'est la façon dont nous sommes câblés. Et notre problème avec ces termes, c'est leur impact psychologique sur nos préjugés culturels qui sont en nous. Je ne pense pas que l'image que nous nous faisons d'un Dieu plus âgé soit uniquement d'origine chrétienne, c'est culturel. Vous pourrez regarder un film hollywoodien et avoir la même idée d'un Dieu et d'une déesse, mais l'image que nous avons de Dieu nous montre aussi ce que la culture vénère chez les hommes par rapport à ce qu'elle vénère chez les femmes. Et montre pourquoi la culture traite les femmes âgées d'une certaine manière, alors que la culture tend à ignorer les voix des femmes âgées, alors que la culture considère que la voix des hommes âgés est associée au pouvoir et à la sagesse. Cela a tellement d'implications culturelles profondes
Je suis simplement fascinée par le fait que les membres du mouvement continuent à se sentir attaqués ou à être repoussés lorsque nous leur demandons d'arrêter de dire frère ou sœur, et surtout quand les femmes disent s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler sœur. Je pense que c'est tellement misogyne et carrément abusif de ne pas écouter les termes par lesquels quelqu'un souhaite être appelé. Mais ce que nous faisons tous, c'est essayer de combattre ce câblage dans nos cerveaux. Et certaines personnes m'ont posé des questions sur les pronoms que nous utilisons pour Dieu. Ne pouvons-nous pas dire déesse? Est-ce que ce ne va pas tout arranger? Et je pense que ceci explique pourquoi ce n'est pas le cas, parce que si nous disons déesse, tout ce que nous faisons, c'est d'éloigner donc la version de 77-80 années pour la version de 20-30 ans. Ça ne change rien à l'image que notre cerveau se fait de la féminité de Dieu. Tout ce que ça fait, c'est nous donner une version culturelle différente de ce que peut être un Dieu, une déesse. Jeune, séduisant, jaloux, mais d'une manière différente, probablement un peu manipulateur, jouant des jeux, toutes les idées culturelles associées à la déesse, bien sûr. Bien sûr, le fait de prendre soin des enfants, tous ces aspects. Et on sait qu'on va se retrouver avec une Marie, vous savez, la jeune Marie de 20 ans, et je suis sûre qu'elle n'était pas aussi jeune. On va juste substituer. Au lieu d'avoir un homme âgé de 60 ans aux cheveux gris et à la barbe, on aura une Marie de 20 ans. Je pense que nous devrions nous demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons avec une certaine délibération. Ça aide à changer nos pratiques, mais si nous savons vraiment pourquoi nous les changeons, le combat que nous menons avec notre propre cabrage cérébral, je pense que c'est plus puissant et plus utile. Si quelqu'un dérape et m'appelle sœur, ce n'est pas grave. Mais si je lui ai demandé de ne pas le faire et que nous lui avons expliqué le problème de son câblage cérébral et qu'il continue à le faire, ben je pense qu'il a un problème majeur dans la mesure où il pense que le sexisme est un problème de la société en lui-même. Alors, merci de m'avoir accompagnée. Donc, nous avons dit pas mal de choses la semaine dernière. Nous avons abordé les problèmes de l'aile gauche plus en profondeur que je n'avais l'intention de le faire au départ, mais je pense que nous sommes arrivés au point où je suis assez explicite sur ce que je crois être le problème avec la gauche. Il y a également eu un article partagé cette semaine sur le féminisme qui a exposé certaines des raisons pour lesquelles la loi du dimanche devient inévitable. Quand le féminisme échoue chez les démocrates dans l'aile gauche, évidemment, ce qui indique un problème beaucoup plus grand avec l'aile gauche si le féminisme est si impopulaire. Un autre article n'a pas été partagé, mais qui le sera bientôt, et qui traite également du féminisme. Et encore une fois, il traite de l'échec de l'aile gauche. Je souhaiterais prendre un peu de temps et réviser. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. Levez la main dans le chat. Nous avons pris la tangente à plusieurs reprises et il se peut qu'il y ait des choses que nous n'avons pas vraiment terminées ou des points sur lesquels vous avez encore des questions et des réflexions. Nous pouvons nous arrêter à tout moment pour en discuter. Nous avons commencé par une question qui a été posée. Nous étions censés étudier 1888, mais quelqu'un a posé la question: comment passer au crible les médias? Et l'accent était mis sur les médias généralement de gauche ou sur des sources dignes de confiance. Nous ne nous sommes pas posé la question pour passer au crible fausse news car nous ne nous en soucions pas. Comment passer au crible les sources médiatiques de gauche? Avant d'aller plus loin, je voudrais prouver en premier lieu que nous en avions besoin. Donc je voulais vraiment clouer ce point
ou enfoncer ce point que l'aile gauche devait être passée au crible dès le départ. Si vous voulez passer les médias au crible, alors ils doivent avoir des problèmes, ils doivent avoir des problèmes qui sont endémiques. Alors prouvons qu'ils ont des problèmes endémiques, puis analysons ensuite quels sont ces problèmes pour que nous puissions tous les repérer. Donc, les preuves des problèmes de Grayson, Max Blumenthal, c'est la preuve. Nous sommes Puis nous avons mis ce point de côté, nous nous sommes posé la question sur qu'est-ce que ça signifie d'être de gauche en premier lieu. Nous sommes allés donc au cri de minuit et nous avons expliqué 2018 et pourquoi en 2018 nous sommes de gauche. Et ensuite, nous avons essayé de définir je vais dire la différence fondamentale entre les politiques de gauche et de droite. Il existe de nombreuses différences, mais nous voulions arriver à une voie fondamentale, surtout quand il s'agit de politique sociale. Pour donc définir l'aile gauche, l'aile droite, les différences entre les deux, nous avons discuté que l'aile gauche était l'égalité sur la liberté et l'aile droite était la liberté sur l'égalité. Ces deux principes ne fonctionnent pas facilement au niveau international. Si vous avez un pays qui ne pense même pas donner à ses concitoyens les principes de base de la liberté, alors ça devient un peu compliqué. Mais quand vous avez un pays comme les États-Unis, qui a incarné tant de principes, que prophétiquement les États-Unis sont décrits comme glorieux, alors vous devez voir le combat d'une manière un peu plus subtile entre la liberté et l'égalité. La liberté est une bonne chose. Ils se sont battus pour se libérer de la domination de la Grande-Bretagne, les Américains. Une partie de leur histoire est un combat pour avoir la liberté en premier lieu. Mais au fil de cette histoire, il est devenu de plus en plus évident qu'il s'agit d'une lutte entre ces deux principes fondamentaux parce que lorsqu'ils entrent en collision, l'un doit prendre le pas sur l'autre. Évidemment, nous voulons la liberté, nous ne voulons pas un état de surveillance comme celui de la Chine. Il est évident que les citoyens doivent avoir une certaine vie privée, mais il doit y avoir un équilibre. Et lorsque l'égalité d'un groupe marginalisé ou opprimé est menacée, alors cette priorité doit l'emporter, l'égalité doit l'emporter sur le droit à la liberté du reste de la population. Et c'est sur ce point que l'aile gauche et l'aile droite s'opposent souvent. Je ne sais pas si les personnes ont regardé ce qui a été diffusé dans le média broadcast par le New York Times à propos du 6 janvier. Il criait « Liberté, liberté, liberté ». Pourquoi l'aile droite se bat-elle pour la liberté? Nous sommes entrés dans des détails. Pour prouver que ce sur quoi ils se battent, l'aile droite, c'est la liberté. Je l'ai dit, je vais le dire de façon plus détaillée dans le futur, que le journalisme de gauche, le journalisme, il prend l'habitude d'être paresseux et c'est tellement plus facile de regarder aux camionneurs canadiens et de trouver le drapeau néo-nazi et de dire qu'ils veulent supprimer les gens de couleur et que ce sont des suprémacistes blancs, des néo-nazis et de laisser les choses aussi simples. Mais la grande majorité d'entre eux ne le sont pas. Ils se battent pour la liberté. Si nous ne pouvons voir ce que ce combat représente fondamentalement, alors nous ne pouvons pas vraiment voir pourquoi ou comment nous sommes en désaccord avec eux. Et si vous ne pouvez pas voir avec quoi vous n'êtes pas en accord, vous risquez de vous retrouver dans le même camp. Je pense que c'est pourquoi tant de démocrates regardent Tucker Carlson. Ils ne sont même pas capables de saisir ce qu'il dit.
parce que ce n'est pas si explicite que ce que nous pourrions croire, je pense. Nous voyons la bataille entre l'égalité et la liberté et l'égalité. Et nous avons utilisé un cas de la Cour suprême pour vraiment le prouver, pour donner un exemple parmi tant d'autres, et c'est Masterpiece Cake Shop. Contre la Commission des droits civils du Colorado. Les droits civils, eh bien, ils vont prioriser l'égalité. Masterpiece Cake Shop ne concernait que leur liberté. J'ai une citation, mais je ne suis pas sûre que je vais la retrouver. It ties back to a long history. Ça me renvoie à une longue histoire. Cette guerre entre l'égalité et la liberté, et j'en ai parlé, et vous pouvez vraiment le voir quand on le met en lien avec la loi des droits civils de 1964. Il y avait une grande partie de l'opposition à la loi des droits civils a été par des personnes qui disaient n'être pas racistes. Elles étaient contre la ségrégation imposée par le gouvernement. Mais elles étaient aussi contre le gouvernement qui essaie d'imposer l'intégration. Et la loi des droits civils a mis fin à la ségrégation imposée par le gouvernement. Mais elle a introduit l'intégration forcée par le gouvernement, ce qui peut être vu plus clairement dans les écoles, mais aussi dans de nombreuses entreprises privées. Et beaucoup de gens se sont opposés à la loi des droits civils de 1964. Goldwater était l'un d'entre eux qui étaient les principaux défenseurs du libertarianisme au sein du Parti républicain. Goldwater s'est opposé à la loi sur les droits civils de 1964 et il l'a fait avec beaucoup de culpabilité sur sa conscience parce qu'il disait vouloir l'égalité raciale, mais il croyait fermement à la liberté plutôt qu'à l'égalité et que le gouvernement ne devrait pas imposer la ségrégation. C'était une bonne chose que la loi sur les droits civils y mette fin, mais le gouvernement ne devrait pas imposer l'intégration. Le gouvernement ne devrait pas forcer les écoles à accepter des étudiants de couleur. Le gouvernement ne devrait pas forcer les propriétaires de commerce privés à servir des clients non blancs. C'est un combat de longue haleine qui dure depuis longtemps, qui se poursuit entre l'égalité et la liberté. Mais après la deuxième vague du féminisme, après Stonewall, il est devenu de plus en plus explicite et c'est l'objet de la lutte, du combat. Alors, puis nous sommes allés à Max. Alors qui symbolise une grande partie de cette idéologie de droite, voire d'extrême droite, si populaire aujourd'hui. Et nous avons regardé les statistiques sur l'impopularité du féminisme. Il est remplacé par quelque chose. Et il y a cette trinité très populaire, surtout chez les jeunes hommes. C'est comme je l'ai dit précédemment, c'est une population plus jeune et c'est cette trinité. Et nous nous sommes posé la question. Que se passe-t-il lorsque vous aspirez à une liberté absolue? On a regardé à l'article Vox et à la Trinité. Et cette Trinité, c'est le libertarianisme, l'athéisme et les droits de l'homme. Le droit des hommes. Le droit des hommes. En opposition au féminisme. Nous n'avons pas tellement abordé le troisième, le mouvement des droits des hommes, mais nous avons abordé le premier, le deuxième, et c'est à partir de ces points-là que nous avons abordé
le libertarianisme you might notice a shift et in regarder la liberté when we pure. were doing all this, we were looking very Alors, much at domestic policy. vous avez peut-être vu un changement dans nos classes lorsque nous avons fait ce développement. Nous nous sommes intéressés beaucoup plus à la politique intérieure, à la politique étrangère. Comment gère-t-il la Syrie, la Russie, la Chine, la Libye? Ce n'est pas que ces questions soient distinctes, elles se chevauchent largement, c'est juste plus facile à voir. Il est plus facile à voir le libertarisme. Si vous regardez à la politique intérieure, il est plus facile de voir les problèmes de l'aile gauche et les vues de The Grey Zone si vous regardez la politique étrangère. Mais toutes ces questions sont interconnectées. Ce n'est pas comme si vous aviez une politique intérieure et une politique étrangère. Elles sont très liées entre elles. Je voulais en fait m'arrêter ici et faire quelques observations sur le libertarianisme. Le libertarianisme, comme cette belle image, une société qui a des problèmes, qui maltraite une partie de la population, prenons une société qui est sexiste, qui est patriarcale. Le libérianisme vend l'idée. Et je la présente de la manière dont les anciens membres du mouvement vendaient cette idée. Donc s'il y a des membres sexistes du mouvement, des femmes sexistes aussi, mais principalement des hommes qui ont été abusés, alors nous ne devrions pas les retirer des classes, nous ne devrions pas les réprimander, nous ne devrions pas les accuser. Tout ce que nous devrions faire, c'est permettre à tout le monde de faire ce qu'ils veulent ou d'assister aux présentations qu'ils veulent, la liberté d'assister aux camp meetings aux côtés des femmes qu'ils ont maltraitées. Nous devrions les écouter, entendre leur version de l'histoire, comme si nous ne la connaissions pas. Nous devrions donc donner la priorité à la liberté, ne pas accuser et ne jamais appliquer de discipline. Et ensuite, au fur et à mesure que cette liberté de conscience du mouvement progresse, grâce au dialogue, à l'amitié, à la communauté, ceux qui ont des vues erronées apprendront, ils grandiront et changeront. Et nous pourrons tous nous entendre sans punir ou accuser les gens. Et c'est un message séduisant pour beaucoup de personnes. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que nous avions dit sur le libertarianisme, le message lui-même par rapport à la réalité, ou quelqu'un a-t-il des confusions ou des questions? Nous n'avons pas tout à fait fini avec le libertarianisme, car nous y reviendrons lorsque nous discuterons du paléo versus le néoconservatisme. Mais je voulais que nous nous souvenions de cette image elle-même qui est si séduisante et qui me séduit. Elle me semble belle jusqu'à ce que vous regardiez la nature humaine et la réalité. Mais je voulais que nous prenions cette image dont nous avons discuté du libertarianisme au niveau national et dans le contexte de la loi sur les droits civils et de l'idée que le gouvernement ne devrait pas forcer la ségrégation ou l'intégration, mais créer un pays libre où chacun peut discriminer ou ne pas discriminer comme il le souhaite. Alors, vous créez un changement social en travaillant ensemble et en dialoguant. Prenons ce dont nous avons discuté au niveau national et considérons-le au niveau international. Comment cette vision fonctionnerait-elle avec la politique étrangère internationale? Et je ne dis pas qu'un libertaire prendrait nécessairement cette position de politique étrangère comme un spectre. Mais je pense qu'il y a certaines choses que nous pourrions apprendre lorsque nous nous représentons cette belle image et que nous l'appliquons à la politique étrangère. Et je voulais que nous considérions l'exemple de l'Allemagne. Alors, The Guardian, c'est une longue lecture.
Elle était vraiment bien cette semaine, cette longue lecture, mais The Guardian a fait une longue lecture cette semaine sur la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Et alors que je lisais cette longue lecture, j'ai vraiment remarqué que l'Allemagne avait la même belle image que les libertaires vendent aux États-Unis. Et c'est intéressant de voir comment cette vision se passe, cette mentalité se passe au niveau international, dans la façon dont l'Allemagne est liée à la Russie, mais aussi à la Chine, mais surtout la Russie, mais les pays autoritaires en général. Ce que l'Allemagne a fait dans les années 1980, à l'époque où l'Union soviétique existait encore, c'est qu'elle avait cette conviction et un terme pour le qualifier en allemand, Wanderdurchhandel, qui se traduit par le changement par le commerce. Ce pourquoi elles se sont vraiment battues, nous pouvons remonter à cette histoire, mais aussi dans les années 2000 jusqu'à très récemment, la conviction que le commerce et le dialogue peuvent apporter des changements sociaux et politiques. Tout au long de l'histoire de la guerre froide, en particulier au cours des dernières décennies, l'Allemagne et les États-Unis ont suivi des voies très différentes dans la façon dont ils voulaient traiter l'Union soviétique. Les États-Unis avec évidemment une grande variété de présidents, mais certainement jusqu'à Ronald Reagan, veulent être assez agressifs avec l'Union soviétique. Ils veulent les défier. Il y a une course à l'espace, une course aux armements. L'Allemagne avait une position différente. L'Allemagne avait et a eu jusqu'à récemment et encore aujourd'hui la conviction que l'agressivité ne fonctionne pas. Il est possible de changer les pays autoritaires, les pays abusifs, en prenant du recul, en les laissant agir comme ils le souhaitent, de la manière abusive qu'ils le souhaitent, mais par le biais du commerce, par le biais du dialogue, en les faisant entrer dans l'économie mondiale, en les intégrant. C'est par ce biais que vous apporterez un changement social. Et il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'Allemagne a adopté cette position. Je me concentre sur la Russie. Voici une citation de Carnegie Endowment. Donc la zone grise. Alors, ils nous disent que l'Allemagne était convaincue que la politique autoritaire de la Chine se transformerait en un système libre, ouvert et plus démocratique aux liens économiques toujours plus étroits. Donc, nous ne les punissons pas, nous ne les sanctionnons pas, nous ne construisons pas nos propres armes, nous n'intervenons pas, nous ne les grondons pas au niveau international. Nous les faisons venir, nous communiquons, nous renforçons nos liens. Et toute cette stratégie est analysée dans cette dernière longue lecture de The Guardian, et je veux en lire un peu. Je poserai la question et j'y reviendrai dans un instant. Pourquoi pensez-vous que l'Allemagne a cette position? Pourquoi pensez-vous qu'ils étaient si nerveux d'accuser un autre pays? Je cite, « Comment l'Allemagne est-elle arrivée à commettre une telle erreur? Certains affirment que Mme Merkel aurait dû voir que Poutine entraînait la Russie dans une direction autoritaire lorsqu'il a annoncé son retour à la présidence en 2011. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014, l'Allemagne n'a fait aucun geste pour arrêter d'importer du gaz russe. Et bien que Mme Merkel ait menacé d'introduire des sanctions commerciales paralysantes, l'industrie allemande l'a convaincue de se retenir. Mais certains blâment une erreur de jugement plus persistante qui remonte à 50 ans, fondée sur l'idée fausse que les pays autoritaires et abusifs peuvent être transformés par le commerce. Pourquoi pensez-vous que l'Allemagne a cette position psychologique? Graham?
Est-ce quelque chose qu'ils auraient aimé qu'on leur fasse pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on leur a fait durant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est tant que tu vas aller? Si c'est cette réponse, si ta réponse est complète, je pourrais voir, je prends d'autres pensées et ensuite je parlerai. Alors, Joséphine. Je pense que c'est à cause de la position que l'Allemagne a prise pendant la guerre mondiale. Les Allemands étaient très agressifs. Alors maintenant, ils veulent s'asseoir sur le dialogue et au lieu d'attaquer. Je commenterai dans un moment. Merci, Molly. Je pense que c'est parce qu'ils ont eu une très mauvaise expérience dans la Seconde Guerre mondiale et ils ne veulent pas que nous la revivions. Ils veulent donc résoudre les problèmes par le dialogue au lieu d'intimider, de sanctionner et de discipliner et tout ça. Je pense que vous avez touché du doigt ce que ceux qui enquêtent sur les racines de l'hésitation de l'Allemagne ont dit. L'article cite Thomas Urban. Il a examiné les racines psychologiques de l'ostpolitique. C'est une attitude de politique étrangère, plutôt libertaire. Et il met le doigt sur deux émotions dans la relation de l'Allemagne avec la Russie, la nostalgie et la culpabilité. La nostalgie, c'est en particulier le souvenir de Bismarck, qui considérait l'alliance avec la Russie comme une ancre de stabilité en Europe. Cela remonte à la période précédant la Première Guerre mondiale, où Bismarck, qui était assez important pour eux, pensait que l'on pouvait maintenir la stabilité dans toute l'Europe grâce aux alliances. Et il y a encore une certaine nostalgie pour ce type de position, même lorsque les pays ont des différences et des problèmes. Si vous maintenez des alliances, vous pouvez avoir la stabilité. Mais je pense que la question sous-jacente plus profonde que Joséphine, vous avez particulièrement articulée est la culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité parce qu'en 1941, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique et a tué des millions de personnes. Cela signifiait qu'il était difficile de critiquer l'armée rouge ou les pressions soviétiques, puisque faire cela signifiait qu'ils ne reconnaissaient pas les plus grands crimes de l'histoire, en particulier l'Allemagne. Et à cause de cela, cela a rendu l'Allemagne aveugle au côté noir de l'Union soviétique. Donc ils reviennent à la guerre froide. Lorsque les États-Unis adoptaient une position agressive face à l'Union soviétique et l'Allemagne était beaucoup plus douce et nostalgie en opposition. Il y a aussi la culpabilité. Et cette culpabilité a aveuglé leur vision. Non seulement ils ne sont pas disposés à critiquer les violations des droits de l'homme ou l'impérialisme d'un autre pays, mais ils ont également du mal à le voir. Et ils disent comment ce positionnement a aidé la propagande de Poutine parce que la grande majorité de la Russie n'a pas de culpabilité pour Staline. La Russie a réécrit l'histoire. Staline est un héros. L'Union soviétique a arrêté l'Allemagne nazie. Poutine veut en retirer tout le mérite pour la Russie. La terre des pères. L'Union soviétique a tué des millions de personnes. Mais parce que l'Allemagne a porté la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale, et l'Union soviétique n'a pas porté cette culpabilité, surtout la Russie aujourd'hui. Culturellement, je sais que des personnes voient des choses différemment et beaucoup d'entre elles ont fui le pays maintenant. Mais en tant que pays, la Russie ne porte pas de la culpabilité de l'histoire de Staline et de l'histoire de l'Union soviétique.
Ce qui était pire dans cette histoire a été fortement réécrit. Mais l'Allemagne est différente. Les Allemands n'ont pas réécrit leur histoire. À la place, ils ont créé des piliers, des mémoriaux. Ils l'ont enseigné dans leur école et c'est une bonne chose. C'est ce que les États-Unis doivent faire avec leurs propres histoires. Il faut s'en souvenir. Il doit y avoir un sentiment de culpabilité culturelle à l'égard de ce qui s'est passé dans le passé. Mais il y a un impact, et parce que ça a un impact sur le présent. Un arrangement qui a commencé comme une ouverture en temps de paix à un ancien ennemi. Alors comment l'Allemagne s'est ouverte à la Russie, s'est transformée en un instrument d'agression. L'Allemagne finance maintenant la guerre de la Russie. Au cours des 2 premiers mois après le début de l'assaut de la Russie contre l'Ukraine, l'Allemagne avait payé près de 8,3 milliards pour l'énergie russe, de l'argent utilisé par Moscou pour soutenir le rouble et acheter les obus d'artillerie tirés sur les positions ukrainiennes sur Donetsk. Pendant ce temps, les pays de l'UE auraient payé un total de 39 milliards d'euros pour l'énergie russe. C'est plus du double du montant que les pays européens ont donné à l'Ukraine pour l'aider à se défendre. Zelensky ne semble donc pas super content, reconnaissant. Autant il a été aidé à défendre son pays, autant la Russie a reçu le double de la part de l'Union européenne pour payer l'énergie russe. Et c'est quelque chose qui se développe depuis des décennies. Nord Stream 2 était un accord entre l'Allemagne et la Russie pour l'énergie russe qui contourne l'Ukraine et affaiblit encore plus l'Ukraine, la rend plus faible face à l'agression russe. L'Allemagne a signé sur Nord Stream 2 en 2015, un an après que la Russie ait envahi l'Ukraine. Donc Zelensky n'est pas content. Mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle pris cette position ? En citant l'historien Timothy Snyder, pendant 30 ans, les Allemands ont fait la leçon aux Ukrainiens sur le fascisme. Quand le fascisme est arrivé, les Allemands l'ont financé et les Ukrainiens sont morts en le combattant. Donc la belle image de l'Allemagne, je veux la décrire comme une image libertaire. Quand vous avez un pays abusif, et que je substitue à l'idée d'un individu abusif. Quand vous avez de la misogynie et des abus chez une personne, remplacez ça par un pays. Donc l'idée que par le commerce, par l'intégration, ils ont envahi l'Ukraine, l'Allemagne signe Nord Stream 2. Poutine est raisonnable, il va reculer, nous engagerons le dialogue. Même en 2021, alors qu'il a commencé à se préparer à la frontière de l'Ukraine et que la France et l'Allemagne disaient « Le dialogue va régler la situation, le dialogue résoudra tout, Poutine n'envahira pas, il ne le fera pas. » Il s'agit en grande partie de ce même vœu pieux, à savoir « Vous n'avez pas besoin d'une intervention étrangère, vous n'avez pas besoin d'une armée. » De l'intégration et le commerce, cette belle image peut résoudre ce genre de problème. Et maintenant, l'Ukraine en paie le prix. Et l'approche que l'Allemagne a adoptée vis-à-vis de la Russie fait l'objet d'un examen approfondi. Non pas parce qu'elle a fait ces dernières années, mais pour savoir comment elle a signé le Nord Stream 2 en premier lieu. Pourquoi ont-ils adopté l'approche du dernier? Pourquoi ont-ils adopté cette approche? Et la guerre en Irak était la plus récente des transgressions plus historiques, l'esclavage. Comment les États-Unis acceptent leurs transgressions passées? Dans quelle mesure ces événements passés devraient-ils affecter la volonté des États-Unis de s'engager avec les pays étrangers aujourd'hui? J'ai vu un peu Max Blumenthal parler sur The Grey Zone et il attaquait les restrictions américaines
sur les importations chinoises. Au tout début de son attaque contre les restrictions américaines sur les importations chinoises, il a commencé par rappeler à tout le monde que la date à laquelle il faisait cette vidéo était l'anniversaire de l'invasion américaine de l'Irak et l'hypocrisie des États-Unis qui adoptent une approche dure avec la Chine à cause des erreurs de cette dernière. Même s'il nie que la Chine commette des erreurs, mais une approche dure avec la Chine quand ils ont envoyé l'Irak. Et ce type de je ne sais quoi qui est introduit dans cet argument, isolationniste, interventionniste de gauche et de droite aux États-Unis. Et je pense que nous devrions regarder à l'Allemagne aussi pour unir les trois différents sujets dont nous avons discuté. Le libertarisme au niveau national, la belle image par rapport à la réalité, les propres transgressions de l'Amérique versus la question de savoir si l'intervention est nécessaire et est nécessairement une mauvaise chose. Et enfin, considérer pas seulement l'Allemagne, mais la lenteur de la réaction de l'Europe face à l'augmentation des violations des droits de l'homme en Russie. Quelqu'un a-t-il des idées, des questions jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair les étapes que nous avons faites? Nous avons pris la discussion que nous avons eue sur le libertarisme interne, cette belle image que nous l'avons principalement comparée à la façon dont l'Allemagne a abordé l'Union soviétique et la Russie. Est-ce que ce que nous faisons a du sens? Alors, je vois que des hochements de tête, donc personne ne secoue la tête. Je pense que c'est une leçon intéressante parce que nous traitons avec l'aile gauche. Une grande partie de l'aile gauche touche également à la politique étrangère et beaucoup s'opposent à l'interventionnisme américain. Et je me suis posé la question si c'était nécessairement progressiste. Est-il juste que la culpabilité de l'Amérique vis-à-vis de l'Irak l'empêche d'intervenir aujourd'hui? Et cette intervention est-elle nécessairement un néo-impérialisme, un nouvel impérialisme? Il y a un troisième article que je voulais partager sur ces points précis. Il devait être le troisième des articles, comme une troisième addition aux deux derniers que j'ai déjà partagés. Il portait sur les progressistes aux États-Unis et leur hésitation à défendre l'Ukraine. Il dit, reconnaître les échecs des États-Unis ne signifie pas ignorer l'impérialisme russe. Ce qu'ils essaient de faire comprendre dans cet article, c'est que nous pouvons reconnaître les échecs des États-Unis, mais ne devrait pas nécessairement mettre fin à l'intervention aujourd'hui. Ce n'est pas si simple. Je ne partagerai pas cet article car en le relisant, j'ai eu trop de problèmes. Et peut-être qu'une fois que nous aurons avancé dans notre révision, comment on scribe, on passe au crible, que je le distribuerai afin qu'on puisse en discuter. Mais il y a des choses qui m'ont troublé, donc je ne vais pas le partager maintenant. Je voulais parler un peu de l'Allemagne lorsque nous parlions du libertarisme, parce que la politique intérieure et la politique étrangère se chevauchent à bien des égards. Ensuite, nous avons discuté de l'athéisme. Comment l'athéisme est trouvé de manière disproportionnée dans l'extrême droite. Donc, à partir de la doctrine de la Trinité, nous avons discuté du libertarisme et de l'athéisme. Et au moment où nous l'avons fait, nous avons fait le premier point que je voulais faire pour nous aider à déballer les problèmes de l'aile gauche. Et il s'agissait, donc le premier point, que ce n'est pas l'Église
et l'État qui sont le problème. Au contraire, c'est la culture. Ce qui explique pourquoi nous avons tant entendu parler et discuter d'une guerre des cultures. Alors, le deuxième point que nous avons ajouté est que si ce type de guerre culturelle politique, comment devons-nous considérer la grande controverse? Et nous avons dit que la grande controverse elle-même est aussi une guerre politique, une élection politique. C'est un point séparé, mais c'était un point important. Je vais l'ajouter ici. Donc la grande controverse est égale à une élection. À une élection entre deux partis politiques, deux façons différentes de gouverner. L'égalité sur la liberté ou la liberté contre l'égalité, une alternative qui a été offerte au paradis et ensuite à l'Éden. Nous n'avons pas été plus loin avant d'être obligés de ramener tous ces points. Nous sommes de nouveau au point de départ et c'est particulièrement ce que je voulais que nous voyions en les revoyant. À ce stade, nous sommes revenus au The Gray Zone et nous l'avons étendu pour prouver de nouveau qu'il y avait un problème à la gauche, mais nous avons pu le faire une fois que nous avons décomposé tous ces points. Et puis, nous le ramenons pour discuter de comment passer. Nous le ramenons pour discuter sur la manière de passer au crible les sources. Parce qu'il nous faut savoir comment trier les vraies sources. On ne devrait même pas nager dans les mauvaises. Pour aider à expliquer pourquoi The Gray Zone et l'extrême droite semblent être d'accord sur tant de choses, nous avons commencé à expliquer le néo versus paléo conservatisme. Et c'est là que nous allons continuer. À moins que quelqu'un a des idées, des questions, des pensées sur ce qui se trouve sur le tableau. Donc, tout le monde est bien? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre le paléo et le néoconservatisme? Qui pourrait expliquer? Je ne suis pas tout à fait sûre de qui participe ce soir, donc je ne vais pas nommer les gens. Brody. Si je me souviens bien, paléo signifie ancien, vieux. L'historique, l'original et néo signifie vieux. Néo signifie nouveau, pardon. Donc, paléo, c'est vieux, ancien. Et je crois, peux-tu penser à d'autres fois où tu as entendu le mot néo? Je crois que j'ai un trou de mémoire. Je savais, dès que je t'ai posé la question, je savais que tu allais me dire ça parce que moi aussi, ça me le fait. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non. Brendan. Je ne suis pas sûr où j'ai entendu néo, mais je voulais juste ajouter à vieux et nouveau. Donc l'un intervient et l'autre isole dans la politique étrangère.
that's the easiest way in one sentence to divide the two. Je pense que c'est la façon la plus simple de diviser les deux en une seule phrase, bien qu'il y ait une pléthore d'implications. Donc le paléolo... And you've told us that neo-new is... Le paléo, c'est l'isolement. Et le néo, c'est l'intervention. Et évidemment, nous ne croyons pas que toute intervention soit néoconservatrice. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter, Brendan? No, that's it. Non, c'est tout. Josephine. Joséphine? I think I might have heard you wrong because I was thinking of the word new attached. Je pensais au mot nouveau attaché à un autre mot. Peut-être que je me trompe. Maybe I'm way off the chart. Mais je pensais à néonatal, néonazi. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu en as d'autres? Je t'ai interrompu. Non, c'est ces deux-là que j'ai. Néonazi. Aujourd'hui, les personnes qui épousent l'idéologie nazie. Ce n'est pas exactement comme l'idéologie nazie des années 30 et 40. Alors, plutôt que d'y faire référence comme au nazisme ou de se référer à quelqu'un qui est comme ça, comme un nazi, c'est maintenant, ce sont des néo-nazis. Et c'est probablement là que vous avez entendu le terme néo le plus fréquemment utilisé. C'est la même idéologie fasciste, mais c'est une sorte de nouvelle manifestation. Je voulais que nous voyions, nous avons beaucoup entendu le terme néo et nous l'avons entendu inconsciemment et nous ne l'avons pas remarqué. Le néo, les nouvelles connotations. Je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais néo-nazi est celui qui me vient à l'esprit. Alors, merci Joséphine. Sharon? J'étais sur le point de dire néonatal, et le mot que nous utilisons souvent pour désigner les nouveaux nés, ou même les bébés qui sont nés prématurément. J'ai entendu Joséphine dire néonatal et je n'arrivais pas à me souvenir de la signification. Alors, je me suis concentrée sur néonazi, merci. Quelqu'un qui sait de quoi il parle pour nous éduquer. C'est un nouveau bébé. C'est trop simple de l'expliquer ainsi. Est-ce que ce concept nouveau, c'est un nouveau concept? Donc, je pensais que le paléo parlait de quelque chose, d'une idéologie conservatrice, et le néo, en quelque sorte, c'est un changement. Désolé, j'ai loupé un mot là-dedans. Tu as dit que le paléo est conservateur. Qu'est-ce que tu as dit sur le néo? C'est un changement qui est requis. Donc, il y a un changement. Oui, si nous changeons notre idéologie de la droite à la gauche. Les deux, les paléos et les néo-conservateurs sont tous les deux conservateurs dans le contexte où nous en discutons. Il s'agit donc toujours de la droite, mais ce sont des variations différentes du conservatisme de droite. J'ai pensé toujours que ton argument, mais je pense toujours que ton argument est valable. Je ne l'ai pas encore prouvé suffisamment, mais je dirais que le paléo est beaucoup plus à droite, le néo est moins à droite. Le paléo, c'est ce qui a évolué vers l'extrême droite. Est-ce que c'est bon, Maudit? Est-ce que nous sommes en désaccord? Car je pense le comprendre correctement. Non, je suis d'accord. Alors, Catherine? C'est un peu une question. Serait-il exact de décrire l'un d'eux comme voulant répandre sa culture partout dans le monde et l'autre comme voulant préserver sa culture en construisant une bulle ou un mur autour
d'elle. I'm not sure about the spreading Je ne culture. suis pas sûre de la culture, so much, because I think de that la propagation there's a certain amount de la that should be spread. culture. Parce que je pense qu'il y a une certaine quantité qui devrait être I diffusée. suppose my Mais je hesitancy with suppose que the mon spreading culture hésitation part quant à is, la are diffusion de la universal human culture est rights la cultural? suivante. Les droits de l'homme And if universels they're sont-ils attempting to spread culturels? Et universal s'ils human essaient de rights, they're not diffuser les attempting to droits spread Western des culture, hommes which universels, is universal ils human n'essaient rights pas de and not diffuser Western la culture. culture occidentale. Which I Parce que believe les droits very de much so. I l'homme think we're ne disagreeing sont there pas just une on culture the wording of occidentale. spreading. So And- them being conservatives, Veux-tu dire qu'ils se are you saying that they préoccupaient were concerned des with the human droits rights of other countries and not de l'homme their own, des spreading their own autres culture, pays et like non de la one diffusion de sounds leur propre culture? good and one sounds L'un bad? sonne bien et l'autre mal. Do you think that Penses-tu que someone like quelqu'un George comme Bush was, George Bush well, his était plus motivation motivé was par more to do with the human les rights droits de thing l'homme than que par sort of l'américanisation Americanizing des the other autres countries pays? or dominate? I guess I had this J'avais picture of them cette just sort of image wanting d'eux to voulant dominate or dominer. something, I don't know. Je ne sais pas trop. If that's how you meant Si it, c'est ce then que I tu veux agree. dire, alors je suis d'accord. But I think Mais I je would pense que agree je with serais both. d'accord avec les deux. Okay. I think that Je George pense que Bush was George Bush était motivated motivé by par la suppressing suppression a d'un country that he pays saw qu'il as a threat. considérait comme une menace, Mhm. That kind of need le to besoin de dominate dominer, and d'avoir this cette invincible armée army invincible be the et d'être le unilateral, pays most powerful unilatéralement country on le earth plus puissant de la planète était un factor. facteur de I also motivation, mais je believe pense that également with a degree qu'avec un of certain arrogance degré and a d'arrogance degree et de of naïveté, naivety, ils they ont sincèrement genuinely cru believed qu'en that just by renversant un toppling a gouvernement, government, they ils could pourraient bring apporter equality, human l'égalité, rights, les droits freedom, des hommes and a democratic government to et un Afghanistan. gouvernement démocratique I think en that was Afghanistan. Et je pense que incredibly c'est naive and arrogant, incroyablement but not naïf et arrogant, necessarily a wrong mais pas motivation. nécessairement une mauvaise motivation. Okay. Thank you. But so I Je think pense I que would je agree suis with d'accord both avec ces deux points there. points. The Le problème est que is si that nous if we look at considérons Afghanistan as l'Afghanistan en tant que radical féministe feminists, radicale, la misogynie dans la société afghane est facilement visible à travers les talibans, mais elle est en fait culturelle. J'ai partagé un article pour prouver ce point. Encore une fois, cela fait longtemps que j'essaie de mettre le doigt sur la culture et l'universalité de la misogynie de la culture. J'ai partagé un article sur la diffusion médiatique vers le mois d'août de l'année dernière d'une femme qui avait travaillé pendant des années en Afghanistan pour lutter pour les droits fondamentaux des femmes. Et son point de vue était que les talibans sont terribles, mais la vie sans les talibans était terrible aussi, parce que la misogynie est culturelle. Et les États-Unis ne pouvaient pas y aller et renverser les talibans, parce que ce qu'ils combattent en Afghanistan, c'est la culture. Je ne pense pas que ce soit imposer la culture occidentale à l'Afghanistan. Ce dont il devrait être question, si leur motivation était pure, et je suis sûre qu'elles ne le sont pas, ce serait des droits de l'homme universels, la mise en place des droits de l'homme universels. Que faites-vous quand vous avez un pays qui commet d'horribles violations des droits de l'homme? Alors, Catherine, je suis désolée, nous sommes d'accord, mais j'ai pris une tangente, mon cerveau s'est emballé. Je ne me souviens pas. Peux-tu te répéter, Catherine? Okay, I said, the way I said J'ai it dit, was, could we frame est-ce it qu'on as peut one of them is dire one of those groups, so que paleo, le paléoconservateur, they ils veulent wanted to mettre put a une bubble around bulle their autour de culture, leur protect their culture pour culture, put a wall se around and protéger, kind of mettre un try to mur autour preserve d'eux, ils essaient de their own préserver leur culture, propre don't, culture, let et the pour le rest reste of the du world monde, que nous don't care. importe, And the et que les néoconservateurs, could we say they eux, wanted ils to- veulent their culture was eh still ben, important to them, but they wanted to diffuser spread it leur around the world culture, because it- parce que leur doesn't culture, like pour eux, elle est bonne. Je Je pense que tu as très bien cerné le paléoconservatisme, c'est une bulle autour de la culture, c'est la préservation de celle-ci. Donc oui. Brendan?
I hope I can explain this J'espère que je question pourrai well expliquer cette enough. question assez bien. Just in what you're talking with À Catherine propos de there, ce dont tu parlais avec you've got, Catherine, so the group that brings in the Sunday law is the paleo. donc or le the groupe qui apporte isolationists. la loi du And dimanche et le when we go back paléoconservatisme et le vieux ou les prophecy leads us, isolationnistes. Et quand we nous would retournons à la prophétie, elle think, nous conduit. well, on the board, you would write up on the board and Tu aurais say, écrit sur le tableau et tu dirais oh, what am I- so the America would be the ruler tu of the dirais que 10 l'Amérique kings, as an example. serait le And chef so des they 10 would rois, comme exemple. be they would dominate the Donc 10 il kings. dominerait les 10 rois. But when I look at how does that Alors work comment ça when I look at fonctionne quand je the regarde le paleo isolationist, because now the neo or paléo-isolationniste, the parce que les interventionists néo are dead. ou les interventionnistes And if sont morts how maintenant. Et does comment America l'Amérique now dominate the 10 kings when they're domine-t-elle maintenant les isolationists 10 rois quand and ils now sont they're not isolationnistes et interventionists? maintenant ils ne sont Is it pas is does it interventionnistes? how do we Comment see le that voyons-nous now? Is it maintenant? are they now leading by Est-ce qu'ils dirigent looking maintenant en regardant inward vers nationalism l'intérieur le that nationalisme then that spreads globally? et que Are le you, am I asking the question nationalisme se okay? répand dans le monde entier? Est-ce que je pose bien la question? Oui. Because now we're Parce looking que at maintenant, something nous different regardons now, quelque right? chose de différent maintenant. À l'origine, mon cerveau aurait pensé, eh bien, si l'Amérique est le patron des 10 rois, ça m'aurait fait penser automatiquement aux néo, n'est-ce pas? Ce sont les interventionnistes, ils forcent les 10 rois. Mais maintenant, nous avons la loi du dimanche qui est dirigée par les isolationnistes. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils ne se soucient pas vraiment de ce qui arrive aux 10 rois. Est-ce que je l'explique correctement? You are. Oui. I think that I'd like to give a bit of a Je pense que history j'aimerais faire un of peu paleoconservatism l'historique and du discuss a little bit more paléoconservatisme et en about discuter un peu plus avant de répondre. because the Parce qu'une reason partie why de la we're raison doing pour that is laquelle to nous assess the faisons left wing. ce And the sujet, parts c'est of the left d'évaluer wing that I have the most problems with, where the c'est problems are d'évaluer most l'aile gauche et les explicit. parties de l'aile gauche qui me posent le plus de problèmes, là où les problèmes sont les plus explicites. It's not the Ce n'est pas isolationism of the l'isolationnisme des paleoconservative, paléoconservateurs, but mais it's c'est the la hatred and haine the fear et of la peur du colonialism that colonialisme qui makes les them rend also aussi quite isolationnistes. isolationist. And that Et was ce not n'était Hillary pas Clinton. Hillary Clinton. And Et Hillary Clinton a été, if not the sinon la entirety of the totalité de la solution, solution, she was to a elle en a large été dans extent une the large start of mesure it. le début. And she's the Clinton of Et elle est Benghazi. le Clinton de Benghazi, elle n'est pas isolationniste. So I think the discussion Je pense about que la nationalism discussion and sur the motivations l'isolationnisme et les behind the motivations different des groups dernières, would probably be discussing les the problèmes questions. des différents groupes devaient probablement all être intervention abordés is about avant de domination. répondre à cette question. In that way, motivations have become important. Parce que So la if you don't mind, motivation we'll come back devient to that, but I'll give a importante. bit of history first. Josephine. Donc, je reviendrai, si tu veux bien, sur ta question. Joséphine. I've got a few words floating in J'ai my quelques mind. mots qui flottent dans ma tête. I just wondered if they Je me fit demande into s'ils the s'adaptent discussion dans la at the moment, discussion like du a new moment comme une nouvelle manifestation. Same La même entity entité, est-ce qu'elle a un lien quelconque avec does that have any ce connection dont nous at all parlons en with ce moment? what we're talking about right now? And I'm thinking, Et je pense, prophecy, you know, going back disons, quand on revient Revelation, à la prophétie, je veux dire la prophétie quand on remonte à l'Apocalypse et à Daniel, I'm digging around the wrong place. la 6e tête, la 7e tête, peut-être que je I'm me not sure trompe. how to answer that Je ne right sais now. pas trop comment répondre à cette question pour l'instant. I can say it's Je a peux new dire que c'est une nouvelle manifestation manifestation of du conservatisme, conservatism, but it's mais always ça a been there. toujours And I existé. think
Et je pense que parfois, c'est ce qui était là avant qui surgit de nouveau. N'est-ce pas le but? Il a une blessure mortelle, il meurt, il revient. Je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir quand nous regardons à l'histoire des millérites. Si ça, c'est le monde d'aujourd'hui, et nous croyons que le texte de la loi du dimanche et nous pensons que le test de la loi du dimanche est global, alors tout cela, ça devient des pays, des petits pays, donc vous avez l'Ukraine. Donc disons que vous avez la Chine, et là vous avez la Russie, vous avez l'Ouganda, vous avez la France, vous avez les États-Unis. Et si vous devriez prendre ça, ce qui est aujourd'hui, et vous reprenez et si vous reprenez et que vous en faites les États-Unis, l'histoire millérite, alors vous avez tous ces États. Et là, vous avez le Texas, le Mississippi. Vous aurez donc New York. Donc, vous aurez le siège du gouvernement. Le mauvais côté du débat dans l'histoire des millérites, quelle était leur excuse pour attaquer le gouvernement pour faire sécession de l'Union, pour se séparer de l'Union? Comment voyait-il le gouvernement par rapport à leur liberté? Brandon? C'était les droits de l'État. C'était le gouvernement qui intervenait et interférait avec leur liberté de faire ce qu'ils voulaient dans leur propre État. Oui, mais comment tu appelles ce comportement? Quand un gouvernement lointain décide d'intervenir sur ton territoire, je pense que ce serait de l'impérialisme, ou l'impérialisme, le colonialisme. Et je comprends qu'il y a une différence parce que c'est un seul pays, là, les États-Unis. Mais c'est similaire, vous pouvez le contraster. Il y a une différence. Ils sont sous l'autorité de Washington dans une certaine mesure. Et l'Ouganda n'est pas sous l'autorité des États-Unis, mais c'est le même problème. Il y a aussi cette comparaison. Ce que le Texas soutient, c'est que c'est impérialiste pour le gouvernement. Le gouvernement du Nord, ce sont les États-Unis du Nord. Ce n'est même pas leur gouvernement, c'est les États du Nord. C'est ce que les États du Nord ont choisi, de venir sur notre territoire et de ne pas nous dire à nous, Texans, que les droits raciaux sont des droits humains universels. C'est de l'impérialisme culturel. C'est un argument similaire à ce qui a été discuté dans le premier article que j'ai partagé par le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Quel est l'argument de certains pays? Ils ne disent pas ça auquel la France. Soyez la France islamophobe parce que nous savons que les droits raciaux sont interprétés culturellement. Ce n'est pas un argument qui est avancé aujourd'hui. L'argument avancé aujourd'hui est que les droits des gens, le droit des femmes et le droit des LGBT ne sont pas universels, mais doivent être définis par les cultures internes. Et ils diront l'Occident, l'Ouest, parce que cela se passe généralement de cette façon, parce que l'Occident s'introduit dans notre culture et parle, promeut, essaye d'imposer des droits humains universels pour les femmes. C'est du néocolonialisme, du nouvel impérialisme. C'est le combat dont parlait le premier article. C'est pour cette raison qu'on lui a donné ce titre.
très délibérément parce qu'ils savent quel était le problème central qu'ils combattaient. N'osez pas me dire que les droits des femmes ne sont pas universels. N'osez pas me dire que les droits des LGBT ne sont pas universels. Le discours d'Hillary Clinton, quel était le discours qui vous a rendu célèbre? Je ne m'en souviens pas exactement. Les droits de la femme sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont les droits de la femme. Ils sont universels. C'était son combat. Et au moment où nous arrivons en 2016, c'est pour cette raison qu'elle est en colère. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle était la solution au problème. Peu de gens, peu de femmes, Ilham Omar, même Alexandria Ocasio-Cortez, ne pensent de cette façon. Elles ne se battent pas pour cette cause. Par conséquent, elles font donc partie du problème et non pas de la solution. Quand nous parlons de l'intervention et d'isolationnisme par rapport à l'interventionnisme, c'est pourquoi je suis prudente, parce qu'il y a un réel danger d'impérialisme et de colonialisme, une longue histoire à ce sujet. Mais lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme, les États-Unis peuvent-ils, comme l'a fait l'Allemagne, dire « Nous avons des choses terribles et nous avons commis des erreurs dans le passé », alors nous devrions donc nous asseoir et ne pas être hypocrites et condamner un autre pays pour les siennes. J'aimerais que nous le regardions, j'aimerais qu'on puisse le regarder dans le contexte de l'histoire d'Émile Eric. Est-ce que ça a du sens, Brandon? Il y a des contrastes, mais il y a aussi des comparaisons. Je nous encourage vraiment à relire le premier et le deuxième article, surtout le premier. Ray. Je voulais juste dire la même chose que Brandon. Ta main s'est levée en même temps. Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter? Il aurait dû comparer le gouvernement du roi d'Angleterre. Yes. Donc je voudrais suggérer que le paléoconservatisme est un vieux conservatisme parce qu'il existait déjà aux États-Unis. C'était une grande partie, le gouvernement du Sud, le gouvernement de Lincoln effrayait tellement le Sud parce que c'était un changement par rapport à ce qu'ils avaient avant. Le vieux conservatisme est l'isolationnisme et les droits des États, ce qui est une poche interne de l'isolationnisme qu'ont fait les États-Unis à la fin de leur révolution. Et soudainement, la France a besoin d'aide. Quelle a été leur position? Désolé, nous sommes isolationnistes. Occupe-toi de ton problème tout seul, la France. Bien sûr qu'il y a eu des divergences d'opinion. La majorité de ce début d'histoire des États-Unis était plus isolationniste que ce que vous trouvez dans le néoconservatisme aujourd'hui, ce que je suggérerais. Par conséquent, je pense que lorsqu'ils s'appellent eux-mêmes paléo, parce que c'est un nom qu'ils se donnent, il ne leur a pas été donné, ils ont un point, ils n'ont pas tort, et je pense qu'ils ont raison qu'ils sont la forme la plus ancienne et la plus originale, celle qui s'approche de l'origine du conservatisme. En opposition à Lincoln aussi imparfait qu'il était. Donc ma question remonte à environ 15 minutes. Est-ce que l'intervention de Dieu et de Jésus au ciel par rapport face à la révolte de Lucifer, puis le fait de descendre sur la terre et d'y intervenir et de changer la culture de cet endroit devient un modèle prophétique pour nous? Je pense que cette question est très profonde.
It depends, I think, if we see it Je as dépense, separate. ça dépend, je pense, si As a nous la separate country considérons in a comme un way. pays But I séparé, certainly séparé don't d'une think certaine that manière, mais je ne pense certainement has pas been que Dieu anything ait été quoi que ce approaching soit qui se isolationist or rapproche de anything approaching l'isolationnisme ou du libertarianism. libertarianisme. I don't fully understand how the great Je ne controversy comprends pas works. entièrement comment I think fonctionne that la grande we are controverse. piece Je by pense que nous piece voyons petit à petit seeing behind derrière the le curtain and rideau unpacking it. I don't quite et get que all nous the le rules. déballons. Je ne comprends I pas bien toutes see les that règles this de la guerre. Je vois que country, ce this pays, cette earth terre as a dans son whole ensemble, a voted voté for one pour un government, gouvernement, for a freedom over equality, un modèle de la and voted liberté for. sur Therefore, l'égalité. C'est Lucifer c'est ce became pourquoi Adam et king of Ève this ont earth. voté. Donc It Lucifer was est his devenu le roi de governmental cette terre model et that was c'était going son to modèle gouvernemental qui allait régner. rule. Et puis je l'ai vu. And then I've kind of viewed it as the Godhead Et j'ai vu que la déité est venue et avait un gouvernement d'opposition. Et parfois, le gouvernement d'opposition peut se battre publiquement, mais il n'a pas beaucoup de pouvoir. Et les gens disent, si Dieu est réel, pourquoi tant de choses terribles arrivent-elles? C'est parce qu'il est le gouvernement d'opposition. Vous ne votez pas républicain et lorsque vous n'êtes pas en mesure de payer vos factures médicales, dites pourquoi n'avez-vous pas réglé le système de soins de santé aux États-Unis? Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Je ne comprends pas du tout, je ne comprends pas tout le fonctionnement de la grande controverse, mais à mesure que nous approfondissions certains de ces sujets, beaucoup de choses prennent plus de sens. J'ai surtout considéré rather than God being of a separate government, the Godhead having or of a separate country, that they are part of this donc, country, that the opposition ils sont un gouvernement d'opposition, mais ils font partie de ce pays. Donc, il nous faut peut-être une autre parabole pour que ça ait plus de sens. Mais je pense que c'est une question trop profonde pour que je puisse la commenter sans y réfléchir davantage. Est-ce que cela te convient? Yes, thank you. Oui, merci. I do think that we can understand, even just in Je pense que même en comprenant World la War I, Première et World Deuxième War Guerre II mondiale, as the moves comme of the les mouvements du current gouvernement government in actuel en place, why pourquoi les horrific choses things horribles se have sont happened, produites and under whose et sous la leadership direction those horrific things de have taken qui ces place, choses horribles ont and eu lieu. questions that Et under nous a nous government interrogeons sur where le fait God que does sous un go gouvernement où into Dieu croit à la liberté equality over plutôt qu'à la liberté, l'égalité qui prône sur la liberté, mais quand Adam et Ève et la majorité de cette planète votent pour ce type de gouvernement qui est contraire à celui de Dieu, la liberté, eh bien Dieu ne peut pas intervenir. Donc je vais donner quelques points et nous allons terminer en raison du temps. Je voulais donner un peu d'histoire sur le paléoconservatisme. Et comme nous l'avons fait, nous revenons à ce modèle. Il est vieux, ce n'est pas un nouveau concept, mais il est devenu beaucoup plus clair qu'il y a ces deux côtés, mais ce n'est pas tout à fait clair. Certaines personnes sont à cheval sur les deux. Certaines personnes disent qu'elles sont 75 paléo et 25 néo. Cette situation a toujours été ainsi. Mais si nous faisions un peu plus d'histoire récente, si nous retournons dans les années 1920, vous avez ces deux camps versus l'expansion, le progressisme et une approche plus isolationniste anti-immigration. D'après ce que j'ai lu, et je vais parcourir quelques sources différentes que j'ai lues, le paléoconservatisme était puissant dans les années 1920 et 30, mais le problème était le suivant.
Tout le reste, sauf le conservatisme extrême, a continué à avoir du succès. D'autres modèles ont continué à avoir du succès. Le New Deal a été a eu du succès aussi. Puis nous arrivons dans les années 1940 et vous avez la Seconde Guerre mondiale. Donc là, le conservatisme a été divisé au sujet de la Seconde Guerre mondiale. S'impliquer de manière néoconservatrice ou être isolationniste et laisser l'Europe se battre elle-même, paléoconservateur. Le problème pour les paléoconservateurs est que les États-Unis se sont impliqués dans la Seconde Guerre mondiale et que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par les forces alliées, ce qui a donné au néoconservatisme ou à l'interventionnisme en général une très bonne image. Le néoconservatisme a été rendu attrayant pour les gens. Ainsi, parce que l'interventionnisme et le New Deal, ainsi que ces différentes forces d'interventionnisme et de progressisme ont été couronnées de succès, le paléoconservatisme, l'isolationnisme, cette idéologie d'extrême droite, n'a jamais eu assez de poids pour avoir un impact majeur. Puis, il y a eu le mouvement des droits civiques et les conservateurs ont commencé à rejeter le racisme explicitement et il est devenu moins populaire d'être raciste. Et le paléoconservatisme est passé encore au second plan. Puis, dans les années 1980-1990, les voix le paléoconservatisme, cette idéologie d'extrême droite anti-immigration xénophobe de la vieille école n'avait pas une voix importante. Mais ils avaient certaines voix prominentes, telles que Pat Buchanan, l'apôtre le plus éminent des idées de la vieille droite des années 1980 et 90. Il a occupé des postes influents dans les administrations Nixon et Reagan. Alors, il a concouru à la présidence avec le slogan America First qui faisait écho aux isolationnistes des années 1940. Donc le paléoconservatisme sous Pat Buchanan en 1992, America First, l'Amérique d'abord. Ensuite, il parle de Phyllis Schlafly, surtout connue pour son rôle dans la défaite de l'amendement sur l'égalité des droits dans les années 1970, également opposée à la guerre du Vietnam, à l'intervention humanitaire de Bill Clinton en Bosnie et à la plupart des accords internationaux depuis lors. Donc c'est paléoconservatrice, isolationniste. Il cite d'autres écrivains paléoconservateurs tels que Joseph Sobran, négationniste, le Logos, et Taki Theodracopoulos, dont les opinions antisémites, pour ses opinions antisémites et racistes. Mais également, quand on arrive dans les années 1990, le paléoconservatisme, même s'il est silencieux, commence à devenir un peu plus populaire. Si nous retraçons les années 1940, le néo a vraiment beaucoup d'influence à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'intervention est devenue une bonne chose car il a fait tomber Hitler. Ensuite, nous sautons beaucoup d'histoires. Nous arrivons en 1989. Entre la Seconde Guerre mondiale et 1989, il y a la guerre froide. Et l'interventionnisme néoconservateur est assez populaire tout au long de cette histoire. Même les paléoconservateurs et même les libertaires ont adopté la position suivante. Nous sommes isolationnistes sauf contre l'Union soviétique, car ils sont si dangereux et si mauvais que nous devons les combattre. Même le paléoconservatisme était particulièrement limité. Mais en 1989, l'Union soviétique tombe. Et que reste-t-il vraiment à intervenir maintenant? Quelles grandes menaces les néoconservateurs ont-ils comme type d'excuse pour intervenir dans le monde? Et nous pouvons voir les signes
Nous pouvons voir déjà les signes avant-coureurs de la montée du paléoconservatisme. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment renversé? C'est que nous avons le 11 septembre, puis 2003, la guerre en Irak. 2003, bien sûr, dans cette histoire, la guerre d'Afghanistan. 2008, vous avez l'élection de Barack Obama. 2009, il prend ses fonctions. Au moment où la vieille droite semblait sur le point de disparaître, le monde a changé. Premièrement, l'invasion désastreuse de l'Irak par George Bush a sapé le soutien des conservateurs à la politique étrangère belliciste qui était l'orthodoxie républicaine depuis Reagan. Ensuite, le crash de 2008 et la lenteur et de la reprise qui a suivi ont sapé l'enthousiasme des électeurs, voire des élus, pour les pactes de libre-échange promus par les conservateurs du marché. Donc, le commerce est aussi impliqué dedans. Donc, le refus du caucus républicain de la Chambre des représentants, de plus en plus de paléoconservateurs d'adopter le Trouble Asset Relief Programme de Bush fin 2008 était rétrospectivement un signe avant-coureur des fissures qui ont éclaté en 2016. Donc, troisièmement, la perspective que les Blancs constitueraient bientôt une minorité dans une société de plus en plus multiraciale et polyglotte a inspiré la ressurgence de cette peur du remplacement. Alors, 2008, mais surtout 2009, il y a un changement. Et nous nous arrêterons sur ce point à cause du temps. Mais c'est là, c'est à cette date que vous trouvez ce changement, un changement entre le néo et le paléo. Et beaucoup de ce que nous avons discuté dans le passé en parlant de la doctrine Monroe, nous allons recommencer ici la semaine prochaine. Et beaucoup de choses que nous avons vues rentrent dans cette histoire. Et c'est là le néoconservatisme, de 1989 à 2009. George Bush et ses faucons de guerre. Tout ce système de gouvernement républicain est mort en 2009. Et c'est un marqueur prophétique. C'est l'accroissement de la connaissance avant la LD pour une raison, une augmentation de la connaissance avant 2014. C'est pour la ligne des prêtres ce que 2019 est pour la ligne des 144 000. C'est un marqueur significatif. Et ce que vous voyez, c'est un changement dans le mouvement conservateur entre les néoconservateurs et les paléoconservateurs. Et les paléoconservateurs sont là où se trouve la menace la plus profonde, la plus sombre. Et c'est donc le paléoconservatisme qui a donné la naissance en 2009 à la droite alternative ou l'extrême droite. La droite alternative est directement issue du paléoconservatisme et elle peut être épinglée au début de l'année 2009. Alors nous nous arrêterons ici pour une question de temps, mais nous recommencerons la semaine prochaine et nous parlerons de la montée donc du paléoconservatisme. Nous parlerons de 2009 et de la montée du paléoconservatisme et de ses implications. Le but de cette étude est que nous puissions nous intéresser à l'aile gauche et analyser ses erreurs. Mais si vous avez des questions, des réflexions, essayez de vous en souvenir pour la semaine prochaine. Joséphine, peux-tu conclure en priant pour nous? I don't mind. Thank you. I can do that. Gracious Lord, Alors, Seigneur, we thank nous you te so remercions much infiniment for pour the ce jour de Sabbath day. sabbat. We Nous te thank you that remercions we de can pouvoir gather nous together réunir en groupe to pour study étudier your ta word, to parole, expand pour our élargir minds, notre to esprit, search our pour sonder hearts, notre cœur, to pour listen to the écouter le message you message have que tu as given donné to à your ton servant, serviteur and to embrace et, it. et l'embrasser. Thank you, Lord, for these Merci Seigneur pour exercises. ces exercices. It has taught us so Ils nous ont much. tant appris.
we should count ourselves Nous devrions as nous very considérer blessed comme très bénis have d'avoir des instructions from instructions God d'en haut to pour help nous us aider à to direct our diriger nos footsteps, pas, help nous us aider to à naviguer navigate dans through l'histoire complicated history, compliquée, les temps complicated compliqués times in which we dans are lesquels nous walking sommes. through. We look Nous forward attendons always toujours avec to Vespers because we impatience know les that vêpres, our car nous minds savons que are nos esprits vont être mis au going to be défi challenged, and et we nous bless te you and bénissons, nous thank te you and give you all remercions et the nous te glory. rendons toute la gloire. Bless Bénis everyone tous that's ceux qui sont present présents here ici ce tonight, and soir bless et your bénis ton people all peuple over dans the le world monde entier that would be qui listening écoute to the les videos. vidéos. Bless our Bénis nos leaders, Lord, dirigeants, Seigneur, and et thank merci you d'être for being avec with nous us et de and marcher avec nous walking à together with travers us through history l'histoire et à and through travers this ce time. temps. In Au Jesus' nom wonderful merveilleux de name, Jésus, we nous praise te you. louons. Amen. Amen. Just one thought Juste une pensée before avant we close. de I guess a conclure. Je question to suppose think of during the week. une question à laquelle réfléchir pendant la semaine. Trump's election L'élection de Trump helped a promote, aidé facilitate the à rise of promouvoir et à authoritarianism faciliter la worldwide. montée de l'autoritarisme dans le It monde. wasn't the cause of it or the sole Elle cause n'en of était it. pas la seule Countries carried cause their own guilt. ou la cause. It Les played a pays part portent in leur it. propre So if culpabilité, Trump mais elle y a joué un rôle. Si Trump est principalement paléoconservateur, ce qu'il est, How come comment his se election fait-il que son élection had that kind of ait eu international response? ce type de réponse Keeping in mind that internationale, when we say authoritarianism, en gardant à l'esprit que lorsque nous parlons d'autoritarisme, l'autoritarisme, is comme le inextricably soulignant linked un to article abusive récent, est inextricablement lié à une culture patriarchal culture. patriarcale abusive. Just something to think Juste about, to consider peu de this choses year, à penser, à considérer l'impact de 2016 à 2022 de l'élection de Trump au niveau international. That's all. C'est tout. J'espère que vous passerez un bon sabbat. Merci à tous d'avoir participé au temps.